Vendredi, il avait frappé son épouse parce qu'elle fumait sur son lieu de travail. Mohamed Aouas est un homme violent. Il ne supportait pas que son épouse travaille. Il a 29 ans, il est international du rugby, il joue à Montpellier. Hier, la justice a condamné Mohamed Aouas à 1 an de prison ferme, peine qu'il ne purgera pas derrière les barreaux. Mais ce que je retiens de ce procès est l'attitude de son épouse. Elle s'appelle Iman. Elle a défendu son mari, père de ses enfants. Elle n'a pas porté plainte. Il y a 10 ans, sans doute, la société aurait jugé cette femme formidable, admirable. La femme qui aime, la femme qui pardonne. En 2023, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons entendu ces femmes victimes, ces femmes humiliées, ces femmes sous emprise et sous contrôle de leur conjoint. Comment défendre une femme contre sa propre volonté ? Comment convaincre une femme que son amour est toxique ? J'avoue que je n'ai pas de réponse à cette question. Mais on en parlera tout à l'heure et même dans quelques secondes. Audrey Berthaud, le rappel des titres. Des coups de feu ont été entendus hier soir dans le 19e arrondissement de Paris. Selon une source policière à CNews, un dispositif de police a été mis en place aux alentours de la rue Riquet. Des douilles ont été découvertes sur place sans trace de sang. Aucune victime n'a été retrouvée pour le moment. Un maire d'une commune de l'Eure est en grève de la faim pour porter la voix des élèves autistes. Il proteste contre les moyens insuffisants accordés à l'éducation de ses enfants. Giorgio Loiseau rencontrera aujourd'hui des députés. Il sera ensuite reçu par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Et puis cette image, il était minuit 20 quand mon fils s'est écroulé sur la terre battue. Merci Gaël, mon fils. Il nous a fait vivre un très grand moment de tennis hier à Roland-Garros. Le trentenaire est sorti victorieux de son match 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5 face à l'Argentin Sébastien Vez. Il s'est totalement effondré sur le court après donc 3h47 de match et après avoir été mené 4-0 dans le 5e set. Formidable, et vous dites le trentenaire, 37 ans. 37 ans, ouais. Gaël, mon fils. Et son passing a touché le filet avant de passer. C'était un moment formidable. Alors, on va parler dans une seconde de Mohamed Aouas. Je présente ceux que vous connaissez, bien sûr, Jeanne Cancard, Dominique Jamais, Philippe Bilger, Philippe Guibert et Éric Nolot. Juste un petit mot avant de commencer. Al Pacino, qui a 83 ans, qui va être papa. 89 ? Ah non, il n'a pas 89. 83. Moi, j'ai 83. Mais en revanche, elle a 29 ans et lui a 83. Voilà, elle a 29 ans. Donc, elle a quasiment votre âge, Jeanne. 2 ans de plus. Elle a 2 ans de plus. Vous en avez 27. Oui. Vous imaginez avec un homme de 83 ans ? Enfin, Mais l'amour n'a pas d'âge. Ah, voilà. Pardonnez-moi, c'est pas la bonne question. Bon. Parce que cet enfant s'imagine avec un père de 83 ans. Moi, à chaque fois, ça me... Bon, on avait le même débat avec Robert De Niro. Bien sûr. Moi, je sais pas. Et quand il aura 10 ans, son père, s'il est toujours ce monde, il le verra peu de temps. C'est complètement irresponsable, franchement. Écoutez, parce qu'il grandira sans père. Robert De Niro, 79 ans, a également annoncé devenir père. Donc, il a déjà 3 enfants. Julie, Marie, qui a 33 ans, dont la mère est la professeure de théâtre. Anton et Olivia, 22 ans, fruit de son union avec la comédienne Beverly D'Angelo. 83 ans. Peut-être que son épouse voulait un enfant. Mais peut-être qu'il accepte. Oui, mais écoutez, il y a l'intérêt de l'enfant. Cet enfant va grandir sans père, c'est mathématiquement... Mais la vie est là. Non, la vie ne sera pas là longtemps. Voilà, l'espérance de vie étant ce qu'elle est, ça ne sera pas là longtemps. Donc vous programmez un père sans enfant. Pardonnez-moi. Un enfant sans père. Voilà, un père sans enfant, oui, et un enfant sans père. Oui, mais bon, il y a plein d'enfants qui sont nés aussi. Donc on continue alors. Non, je ne dis rien. C'est toujours difficile, en fait, d'avoir que la société... c'est l'amour qui tout ça. Voilà, l'amour. Ah ben l'amour, oui, mais... Non, mais dans ces cas Éric, dans ces cas très marginaux, la jeune femme est généralement d'accord. Non, mais c'est important. Je me point de vue, je ne place pas du côté de la femme. C'est mieux quand la femme est d'accord. C'est mieux, c'est préférable. Elle veut garder un souvenir elle veut garder un souvenir du père, et c'est le plus beau souvenir qu'on puisse laisser. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'il lui achète une montre, ça fait un très beau souvenir aussi. Écoutez, un enfant, c'est pas un cadeau. Un enfant, c'est pas quelque chose qu'on donne comme un objet. Non, Éric, mais l'enfant de quelqu'un, c'est la trace qu'il laisse. Oui. D'accord. Mais simplement, dans ce genre de débat, on prend toujours le point de vue de la femme, le point de vue de la mère, le point de vue du père, et jamais le point de vue de l'enfant. Moi, je pense qu'il est à prendre en considération, car cet enfant est programmé pour grandir sans père. Et moi, ça me choque.
Oui, alors même si on peut se construire avec l'idée d'un père qui n'est plus là, mais qui était présent dans l'espace, un père remarquable, un père qui a fait des choses, etc. Voilà, tout est possible. C'est pas la même chose qu'un père absent. Oui. C'est pas la même chose qu'un père qui a quitté le domicile conjugal et qui Si l'idéal maintenant c'est un père mort, écoutez, prenons-en acte. C'est possible. Sans faire de Avant il fallait tuer le père, maintenant il s'en charge lui-même. Donc écoutez, franchement c'est un grand progrès psychanalytique. Un père mort et sans défaut. Oui, c'est possible que pour les. C'est un grand avantage. Non, mais c'est possible que pour le garçon, peut-être que la meilleure solution, c'est que le. Je ne le crois pas. Non, moi non plus. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est le genre de choses qui fait causer, évidemment. La preuve. Bon, le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Aouas, a donc été condamné hier à 1 an de prison ferme pour violence conjugale. Le tribunal correctionnel a choisi de ne pas le maintenir en détention provisoire. Bon, hier soir, on en parlait ensemble. Moi, j'étais quand même très surpris de la légèreté de la peine. On ne peut pas d'un côté parler des violences conjugales comme un thème essentiel de notre société, puis lorsqu'un homme les produit dans des conditions en plus qui étaient très rudes, c'est-à-dire que sa femme a été obligée de demander de l'aide à une femme qui regardait l'agression, il la tirait par les cheveux, il la mettait dans sa voiture, tout ça parce qu'elle fumait et qu'il ne lui avait pas dit qu'elle fumait. Et parce qu'il n'aimait pas beaucoup qu'elle travaille. C'est invraisemblable. C'est la vie de... Moi, j'ai un papier sur le contrôle coercitif, qui est une notion très intéressante, d'ailleurs, au-delà de l'emprise, le contrôle coercitif. Donc, c'est une notion pour lutter contre les féminicides. Je vous dirai 2 ou 3 passages tout à l'heure. Mais ce qui me frappe, évidemment, c'est le témoignage de cette femme, Iman, puisque c'est le père de ses enfants, et que, vous allez l'écouter, c'est... Soulagé que... Ouais. Pardon ? Elle est soulagée qu'il n'aille pas en prison. J'ai bien. Et ben vous allez l'écouter. Puis après, on sera également avec un monsieur Jean Dorido, qui est psychologue. Est-ce qu'on peut parler d'emprise ? Est-ce qu'on peut parler de, comme je dis, de contrôle coercitif ? Il y a un film d'ailleurs qui vient de sortir, qui a été présenté à Cannes, pile sur ce sujet-là. Il est très bon d'ailleurs. Avec Virginie Efira. Donc je vous propose d'écouter Iman, la femme de Mohamed Aouas. Forcément, la tension, elle redescend, toute la pression redescend. Donc oui, je suis très contente de le retrouver. Vous l'avez vécu comment, cette audience ? Très dur. Vraiment, ça a été un enfer, que ce soit autant pour moi que pour le reste de notre famille. Donc 4 jours à pas dormir, pas manger. Mais bon, forcément, faut garder la face pour les enfants. Mais sinon, ça a été très très dur. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir ? Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il y a 2 choses, il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez, évidemment, et par contre, vous souhaitez vivre avec lui. C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être très reconnaissant. Vous êtes heureuse ce soir ? Ah oui, très heureuse. Bon, c'est vrai qu'on est étonné, peut-être sidéré. Jeanne Cancard, vous êtes reporter pour CNews, vous êtes souvent sur le terrain et vous rapportez des témoignages. Et peut-être avez-vous interrogé des femmes qui étaient elles-mêmes victimes de violences conjugales. Alors, on parle parfois de syndrome de Stockholm, on parle d'emprise, on parle de contrôle coercitif. Qu'est-ce que ces témoignages vous ont enseigné ? C'est difficile, si vous voulez, de déceler là au premier abord. Moi, Iman, je ne l'ai pas directement rencontrée, mais de déceler au premier abord une femme qui va être sous emprise et qui va se rendre compte parfois plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies plus tard qu'elle était justement sous emprise et qu'elle ne se rendait pas finalement compte. Et là, une femme qui dit, c'est une erreur, moi j'apprends à pardonner. C'est vrai que c'est pour le coup, on va recevoir tout à l'heure le psychologue, il y a peut-être plus un aspect aussi psychologique à ce niveau-là, parce que si vous voulez, vous avez vraiment des femmes qui vous disent, mais moi je reste quoi qu'il arrive parce que je l'aimais et que c'était des violences à répétition. Là, ce qui a choqué évidemment, c'est que ça a été en public. Il n'a donc pas été, en tout cas, il reste pas en détention jusqu'en tout cas en juin prochain. On va voir de quelle peine, comment elle va être aménagée. Mais en tout cas, c'est difficile là de s'immiscer dans cette vie privée. Mais évidemment que beaucoup de témoignages que nous on reçoit sur le terrain vous disent qu'elles se sont rendues compte à un moment, qu'elles ont pris conscience à un moment que pendant une période elles étaient sous emprise. Mais c'est intéressant ce que vous dites de s'immiscer dans la vie privée. Je pense par exemple, si vous êtes père, que vous avez une fille qui a 25 ans, 30 ans, et que vous jugez que la relation qu'elle a est toxique, que sans doute d'ailleurs votre fille vous cache
pour ne pas vous inquiéter, parce que ça doit être une réalité, et que vous apprenez que votre fille, par exemple, est frappée par son mari, et que vous apprenez qu'elle le défend, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est des cas extraordinairement délicats. Franchement, là... Après, cette femme, elle explique quoi ? Elle explique qu'en fait, qu'elle fait un équilibre entre les violences qu'elle a subies et en fait l'intérêt de sa famille. Elle veut garder sa famille unie. Moi, dans ces cas-là, il y a quelque chose qui s'appelle la justice. C'est la justice de trancher. Moi, je ne peux pas m'ériger en juge. Je ne peux pas dire à cette femme, écoutez, vous avez tort, vous êtes sous emprise, ce que je crois au fond de moi, mais je ne me sens pas qualifié pour lui donner des leçons. Il me semble que seule la justice peut trancher. Mais Pascal, très souvent, dans mon ancienne expérience, j'ai constaté que des femmes avaient déposé plainte pour violence, mais que la comparution devant le tribunal les conduisait à considérer que la sanction était déjà là et elles retiraient très souvent leur plainte au moment du jugement. Écoutez, c'est vraiment très délicat. Et il ne faudrait surtout pas caricaturer. Vous savez, dans Le médecin malgré lui, Martine, la femme de Sganarelle, qui dit « Et s'il me plaît à moi d'être battue ?» C'est pas du tout ça. On est devant un choc entre le privé, l'intime, et le public, le judiciaire. Cette femme, je ne la connais pas, je viens de l'entendre, elle fait un pari. Elle aime son mari manifestement, elle veut préserver sa famille manifestement, elle fait un pari dont je me demande jusqu'à quel point elle se rend compte qu'il est dangereux pour elle. C'est l'avenir qui le dira. Mais c'est très difficile de s'immiscer dans ce cas. On n'en connaît pas tous les tenants et aboutissants. Juste un mot. La notion d'emprise me met mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai parlé de contrôle coercitif. Quand vous êtes amoureux, vous êtes un peu sous emprise. Qu'est-ce que c'est que l'amour passionnel ? C'est la personne, vous ne pouvez pas vivre sans la personne. Et donc vous êtes un peu sous emprise. Mais j'aimerais juridiquement, alors je suis pas spécialiste. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que on a un exemple d'abnégation, de courage, d'imprudence peut-être de la part de cette femme. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est de savoir comment M. Anouas le prend, comment il réagit. Est-ce qu'il se dit, au fond, je peux continuer, elle accepte tout, ou est-ce qu'il se dit vraiment, je l'ai échappé belle grâce à elle. Jean Dorido, oui, mais les gens qui regrettent, et ils donnent parfois... Ce qu'il a dit et comment il a expliqué. Ils demandent l'autorisation de recommencer. Oui. Et puis là, c'est quand même aberrant. Et là, il n'a pas le choix. Il était plus opportun pour lui de regretter. On va être avec Jean Dorido, qui est psychologue, qui est avec nous. Moi, j'ai lu un papier absolument passionnant. Au-delà de l'emprise, dont on parle souvent, ça s'appelle le contrôle coercitif, qui est une notion plus précise pour lutter contre les féminicides. Et face aux mauvais chiffres des meurtres commis sur les femmes, Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, réfléchit à faire entrer dans le code pénal ce nouveau concept pour cibler les violences masculines. Alors, le contrôle coercitif, exemple. Et c'était un papier du Monde que je lis, qui est daté du 3 mai 2023. Il n'est pas vieux, il est signé Lorraine de Fouché. Voilà ce qu'elle avait écrit. C'est un vernis à ongles que Laetitia Schmitt n'avait pas le droit de porter sur son lieu de travail. Loin du regard de son mari, un jour elle était arrivée les ongles peints, s'est aperçue de son infraction et avait supplié sa collègue Marjorie de lui rapporter du dissolvant. Une fois le vernis enlevé, elle s'était montrée soulagée. « Julien ne veut pas que j'en porte en dehors de la maison », lui disait-elle. En juin 2018, Julien a poignardé Laetitia. Et ça s'appelle le contrôle coercitif. Et c'est vrai que le contrôle coercitif n'a pas été forgé dans l'espace des chambres à coucher, est-il dit plus loin dans ce papier qui est passionnant, mais dans les camps de prisonniers. Pendant la guerre de Corée au début des années 50, des soldats américains ont été capturés, emprisonnés puis libérés. L'US Air Force s'est aperçu qu'ils avaient collaboré avec l'ennemi sans avoir été torturés physiquement. Donc c'est des sujets absolument passionnants sur l'âme humaine. Et on est effectivement avec Jean Dorido, psychologue qui évidemment peut nous apporter un éclairage par rapport à ce qu'est l'emprise, par rapport à ce qu'est le contrôle coercitif. J'imagine que vous connaissez cette définition. Et je voulais avoir simplement votre sentiment sur ce dont nous parlons depuis quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Non, écoutez, mon sentiment, l'analyse que vous faites semble assez fine. C'est un fait que la violence conjugale, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire que il y a cette fameuse promesse, chérie, je te promets que je ne recommencerai pas. Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets,
évidemment, la personne recommence. Qui a bu boira. Et c'est pour ça qu'en termes de psychologie criminelle, le meilleur prédicteur du passage à l'acte violent, voire du passage à l'acte fatal, eh bien, ce sont précisément ces violences conjugales. On ne peut pas s'empêcher de penser devant cette affaire à ce triste crime concernant Marc Sessillon, qui était un grand joueur, un immense joueur de rugby, qui avait été sélectionné pour le 15 de France plusieurs fois et qui était un homme violent et qui a fini par tuer sa femme à coups de revolver. Et ça, bon, c'est un fait que quand on entend effectivement cette femme, la relation, elle est toujours ambivalente, ça n'est pas blanc ou noir, et donc bien sûr, on entend cette femme, ça a été dit sur votre plateau, qui a envie, elle a envie d'y croire, elle a envie de donner une nouvelle chance, et malheureusement, les données sur le sujet sont aujourd'hui suffisamment nombreuses pour être en capacité de prophétiser que il y a de très très forts risques que des violences recommencent. Ce que vous dites est terrible. Oui. Ce que vous dites est évidemment terrible. Un mot peut-être sur le contrôle coercitif. Je lisais ce papier de Lorraine de Fouché dans Le Monde il y a quelques jours. Il est adossé à 3 piliers: la privation des droits et des ressources financières, la micro-régulation du quotidien. Ça, c'est très intéressant. Ouais, la micro-régulation du quotidien, avec des remarques sur l'apparence, la libre circulation ou la fréquentation d'autres personnes, enfin la violence verbale. Autant de signaux qui, réunis, constituent une alerte rouge, selon une psy qui s'appelle Andrea Gruev-Vintila. Oui, alors tout ça est tout à fait juste. Et en même temps, j'ai envie de dire, si vous voulez, nous avons tous connu ça. Non. Il y a encore, mais si, nous avons. Ah non, on n'a pas tous eu des relations toxiques avec. On a parfois eu des relations harmonieuses. Pardon, Pascal Praud, qui n'a pas entendu dans sa vie un homme dire à sa femme: chérie, tu ne vas quand même pas sortir dans cette tenue. Dire ça à sa femme, dire ça à sa fille. Je ne crois pas jamais avoir dit ça. Pardonnez-moi. Et les gens autour de moi, je ne crois pas les avoir entendus dire cela. Alors, combien de pièces de théâtre, combien de films sur cette réalité, chérie, tu ne vas quand même pas sortir habillée comme ça. Sur la place de la violence, vous avez encore dans notre pays des personnes qui se choquent que la fessée soit interdite sur leurs enfants. Avec cette idée, si vous voulez, si on fait un détour par la psychologie de la justice, quel rapport qu'il y a cette idée que dans une famille, des parents, par exemple, ont le droit de frapper leurs enfants, ils l'interdiraient à n'importe quel autre tuteur, précepteur, évidemment. Eux s'autorisent, ils se disent: moi, c'est mon enfant, j'ai le droit de le violer. Non, mais au nom de l'amour, je partage votre avis. Ce qui se fait dans les familles... Il y a encore des hommes aujourd'hui qui pensent, parce que c'est leur éducation, qu'ils ont tout pouvoir sur leur épouse. Et vous l'avez noté, ces très bons travaux de cette psychologue, il y a aussi une dimension de dépendance financière. Là, on refait l'historique de la libération de la femme. Ça commence par une indépendance financière. Vous avez des femmes qui sont complètement soumises parce qu'elles sont tributaires du bon vouloir de leur époux, qui effectivement s'imaginent qu'ils ont tout pouvoir, comme c'était le cas il n'y a pas encore si longtemps que ça dans la France de l'Ancien Régime. Bon, écoutez, en tout cas, merci, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Et puis, ce qui se fait parfois dans les familles au nom de l'amour, je vous rejoins, est parfois terrifiant. Et il y a une phrase que j'avais lue de Monsieur Comte-Sponville que j'adore. Quand on dit « j'aime le poulet », c'est pas forcément bon pour le poulet. Et je cite régulièrement cette phrase parce que les parents qui disent « ah oui, mais je fais ça parce que je t'aime ». Ou alors la femme ou l'homme qui dit « ah ça va, mais je fais ça parce que je t'aime ». D'accord, mais quand on dit « j'aime le poulet », c'est pas forcément bon pour le poulet. Merci, vraiment, c'est toujours passionnant d'essayer d'entrer dans l'âme humaine. Et c'est votre travail, mais convenons que c'est compliqué. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Dorido, et merci à Nicolas Nissim, parce que c'était pas facile ce matin de pouvoir échanger avec... nous avons décidé au dernier moment de traiter ce sujet, donc vraiment merci beaucoup à Nicolas qui a pu vous trouver, si j'ose dire, et en plus la qualité de ce que vous avez dit nous a intéressés. Merci et bonne journée. Merci. Il y aurait des analyses plus fines, Pascal. Il existe des contrôles qui ne sont pas coercitifs. Et ceux-là sont
beaucoup plus difficile à analyser. Par exemple. Par exemple, ce que disait Jean Dorido, que je connais bien, est assez juste lorsqu'il indique que dans beaucoup de couples, il y a, sans qu'il y ait malfaisance, quelque chose qui conduit l'amour à surveiller un peu l'autre. Je pense que ce sont des contrôles. Il y a des phrases qu'on dit la jalousie, parfois... ça. La jalousie, tu veux... Pas forcément, là c'est un paroxysme. Mais qui, dans un couple, à partir de l'intérêt légitime qu'on éprouve pour l'autre, n'a pas parfois mis en œuvre un discours de léger contrôle. Dans les deux sens, entendons-nous. Vous vous rendez compte du chemin parcouru? Sidéré, mais est-ce que vous... j'écoute des choses, je trouve ça Pascal, absolument sidéré. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce qu'on se rend compte du chemin parcouru? Oui. Vous connaissez la chanson Mon homme? Mon homme de... Il me fout des coups. Que voulez-vous? Oui. Hein? Oui. Succès énorme dans l'entre-deux-guerres. Oui. Une chanson comme celle-là, elle serait interdite. Je suis d'accord tout avec simplement. Bon, écoutons alors. La même société. Contrôle coercitif, c'est quand même beaucoup plus intéressant que emprise. Mais bien sûr. Parce que je trouve que là, c'est précis. C'est-à-dire Bien que, sûr. Emprise, c'est un peu... Bien sûr. Mais contrôle coercitif, c'est effectivement... Emprise, c'est quand on n'a pas de preuves judiciaires. Mais bien sûr. Et alors, il y a ce film formidable, L'Enfer, qu'avait fait Chabrol avec Emmanuel Béard. Et c'est Clouseau au départ qui devait le faire, mais il l'a jamais fait. Mais bon, ça, on voit bien les mécanismes de jalousie, d'emprise, de peur. Bon. Les hommes, hein, c'est drôle de loulou, si vous me permettez, messieurs. Les femmes me paraissent... Sur l'emprise, ça peut être... Ben, c'est toujours masculin. Vous ne devriez pas ouvrir ce chapitre. Vous avez les deux. Je pense que c'est très documenté la aussi. Violence, la violence est masculine à 99%. Non, mais l'emprise. Mais l'emprise, c'est... C'est mixte, hein? Oui, c'est mixte. Ouais. Parce que la femme a des atouts que l'homme n'a pas. Par contre. Quand la femme dit à l'homme, tu ne vas pas sortir de cette tenue. Oui, moi je suis pas sûr que vous ayez tout à fait raison. Mais bon, je trouve qu'il y a des choses chez les hommes qui sont pas claires. Mais enfin, peu importe. Écoutons Amélie Oudéa-Castéra parce que c'est un rugbyman et que sa carrière est quasiment terminée. Et à Montpellier, il devait signer à Clermont et en équipe de France. Écoutez la ministre des Sports. Je voudrais saluer la fermeté du communiqué qui a été fait par la Fédération française de rugby avec les bons mots. Je pense que ce sont des actes de violence qui sont absolument, en effet, inacceptables, inadmissibles. Il ne sera pas en bleu pendant la Coupe du Monde, on est d'accord. Et incompatibles avec les valeurs de l'équipe de France, avec les valeurs du rugby d'ailleurs, et avec ce qu'on attend en termes de représentation au niveau national. Donc je suis absolument alignée. Il reviendra à Fabien Galtier, le sélectionneur, de s'exprimer définitivement sur ce sujet-là. Mais oui, je veux saluer à la fois les mots de fermeté de la Fédération française de rugby et aussi ceux de Clermont en termes de valeurs. Club, je pense qu'on en est tous là. C'est un énorme gâchis parce que c'est un joueur qui est talentueux, il aurait eu certainement sa place dans cette sélection, mais dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau, oui. Et je vous propose d'écouter son avocat également, à monsieur Aouas, qui s'est exprimé hier après donc ce jugement. 1 an de prison ferme qu'il ne fera pas derrière les barreaux. Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie, on fait en tout cas des soins. Parce que, je veux dire, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible. C'est-à-dire faire un balayage à sa femme et lui porter une gifle au visage, c'est inadmissible. Mais c'est pas pour autant, compte tenu de tout ce que j'ai plaidé, qu'il méritait d'aller en prison. Et c'est pour ça que je suis extrêmement soulagé. Hein. Je vous donne l'avis d'un homme d'église qui nous écoute et qui dit on appelle la chasteté, on peut appeler ça la chasteté, comment mon regard permet à l'autre d'être ce qu'il est et ne le force pas à être celui que je veux qu'il soit. Oui, mais si on... Ah oui, mais je vois pas le rapport avec la chasteté, c'est tout à fait autre chose. Non, mais si on redescend d'un étage... Vous êtes non, mais vous c'est à l'ancienne. Hein. Mais non, vous nous projetez dans une élévation qui n'a rigoureusement rien à voir avec la violence. Je voudrais redescendre d'un étage. Là, c'est tout aussi délicat, mais c'est un autre sujet. Il y a une disparité entre l'homme public, quand vous faites un métier public, et si vous ne faites pas un métier public. Cet homme, sa carrière est terminée. On peut juger que c'est pertinent, on peut juger que c'est impertinent. Mais il y a déjà une disparité avec un homme qui ferait une profession moins exposée, qui pourrait reprendre son activité professionnelle. Et même au sein des gens qui font des professions publiques, il y a 2 poids, 2 mesures. Monsieur Caténas a repris
sa place à l'Assemblée nationale, mais M. Haouas ne peut pas reprendre sa place dans l'équipe de France. Comment on explique ce 2 poids, 2 mesures ? Il peut être sanctionné, vous avez raison, provisoirement de ne pas revenir en équipe de France. Il peut peut-être que... Parce qu'il ne jamais. On ne sait pas, vous savez bien, on ne sait pas par définition, mais je pense que vous avez plutôt... oui, je pense que vous avez... Comment vous expliquez ce 2 poids, 2 mesures ? Mais vous ne l'expliquez pas. Oui, mais comment il y a un aspect intéressant de la chose. C'est qu'en principe, les amateurs de rugby disent que le rugby, comme d'autres sports, c'est la violence contrôlée. C'est la violence que l'on contrôle. Là, il y a une petite contradiction entre le métier de ce monsieur et son attitude dans la vie privée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je renvoie vraiment à un papier vraiment très intéressant. Je cite de nouveau cette journaliste, Lorraine de Fouché, le contrôle coercitif, une notion plus précise pour lutter contre les féminicides. Son début de papier est formidable. D'ailleurs, je vous lis ces quelques lignes. Je vous avais lu tout à l'heure le vernis à ongles de Laetitia Schmitt. Et ensuite, elle crie, c'est une baguette de pain que Marie-Alice Dibon avait oublié d'acheter pour Luciano Merida, son compagnon. Paniquée, elle avait écourté son verre avec sa sœur et s'était ruée dans une boulangerie. En avril 2019, Luciano a... Prix de l'énergie, des produits manufacturés et des services, mais aussi de l'alimentation. Autre chiffre, la consommation des ménages en France a chuté de 1% au cours du mois d'avril. Johanna Rolland m'expliquait le soir de la finale de la Coupe de France que tout allait mieux à Nantes, que vraiment maintenant c'était sous contrôle, que des mesures avaient été prises. Elle n'est pas la seule responsable, mais évidemment la drogue à Nantes, dans ce quartier Bellevue, c'est un enfer. Et bien évidemment, comme c'est un enfer avec les rodéos urbains, et on va en parler dans l'Oise, un enfant est dans un état maintenant préoccupant. Mais là encore, tant qu'on ne prendra pas des sanctions dissuasive. Un homme va être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir grièvement blessé un enfant de 8 ans en le percutant lors d'un rodéo sauvage à Beauvais. L'autre jour, il y a une moto qui est rentrée dans un magasin, mais dans une galerie marchande. Commerciale. Il a eu du sursis, il a eu une peine qui n'existait pas. Bon, on a tous dit, si un enfant sortait à ce moment-là d'un des magasins de la galerie marchande, mais bon, on ne veut pas. En fait, on ne veut pas prendre des sanctions. Donc vous avez aujourd'hui un enfant qui est... alors que peut-être... C'est intéressant l'exemple que vous citiez sur le centre commercial. Bien sûr. Parce qu'il n'a pas eu de sanctions lourdes au nom du fait qu'il avait un travail et qu'il avait une famille. Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un... Donc peut-être que s'il avait pris une peine de prison ferme très forte, peut-être que ce jeune homme-là n'aurait pas voulu faire la même chose hier, peut-être, ou peut-être pas. Mais on ne veut pas. Très bien. Alors écoutez, de devoir refaire ce débat encore. Franck Pillat est le maire de Beauvais. Il raconte les faits de ce chauffard. Écoutez-le. Un chauffard qui a, conduisant un motocross, a renversé donc un enfant de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément, donc un motocross qui n'avait rien à y faire déjà. Et donc malheureusement l'enfant a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément a de nombreuses contusions avec aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens et on attend, je dirais, d'avoir les résultats sur son état de santé. Il est jugé, je le rappelle, en comparution immédiate aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir évidemment... Décivilisation. Le règne de l'individu. Je décide de prendre une moto, je décide d'en faire l'usage que je veux et peu importe les conséquences. Ça s'appelle la décivilisation. C'est le règne de l'individu sur les intérêts de la communauté. C'est un terme bien pompeux pour une transgression horrible et banale et ordinaire. Et ça fait partie d'un tout. Non. C'est une petite touche sur un grand tableau. Un tableau, c'est fait de multiples petites touches. On pourrait utiliser des termes beaucoup plus prosaïques, régression, décadence. Décivilisation, ça projette un terme philosophique sur une horreur au quotidien. Moi, je pense que la crise est philosophique. Comme je vous connais bien, Philippe Bilger, je sens que vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes... non, je suis toujours de très bonne humeur. Ça vous avez décidé de... Non, mais vous avez décidé de j'essaye de me persuader qu'on est dans un débat. Alors là, ça c'est le Philippe Bilger que j'aime. Voilà, l'esprit qui gagne. Bon, écoutez le maire, parce qu'on ne fait pas évidemment de motocross, c'est important de dire 2 motos non homologuées circulaient donc à vive allure. L'un des pilotes a emprunté une voie piétonne. Il a percuté sur cette voie un garçon de 8 ans. Là, on est dans un cas comparable, c'est pas la même chose que la galerie marchande, mais il est quand même en infraction.
Non, ce que dit Eric, rien à faire, je suis dans le... C'est pour moi, la voie piétonne. Ben, c'est ça, là, pardonnez-moi, je trouve qu'il a plutôt raison. C'est ça la décivilisation. C'est-à-dire que moi contre le reste du monde, je fais ce que je veux. Mes pulsions individuelles. Je fais ce que je veux. Mais bien sûr. Je fais ce que je veux. Mais vous avez raison. Et le profil, moi je voudrais le profil de ce jeune homme. D'où il vient, comment a-t-il grandi, pourquoi est-il dans cet état de frustration, etc. C'est pour ça que ça m'intéresse, ce procès de Beauvais. Et on aura un exemple type ou un témoin de la société d'aujourd'hui. Voilà, je fais ce que je veux. Mais bien sûr. Voilà, l'enfant. Non, l'individualisme est une plaie aujourd'hui, c'est très clair. Mais ce que je récusais, mais très modestement, c'était la pompe du mot philosophique sur quelque chose qui est d'une saleté infime. Écoutons le maire, toujours Franck Piat, et après je donne la parole à Dominique Jamais. On ne fait pas de motocross, évidemment, là où il en faisait. Écoutez. Quand on fait du motocross, d'abord, on ne fait pas du motocross comme ça sur les espaces publics, qui plus est, en plus, emprunté par des piétons, puisqu'on est sur un espace plutôt piétonnisé. Il n'avait rien à y faire. Et je condamne fermement, forcément, je dirais, ces comportements de personnes qui, effectivement, s'estiment avoir tous les droits, alors qu'il n'en est rien et qu'il risque la vie des gens. Souvent, nos concitoyens se plaignent des rodéos urbains par rapport à des problématiques de bruit, mais là, c'est la vie d'un enfant qui, effectivement, a failli être atteint. Donc, c'est pour cette raison que je suis effectivement très remonté, très en colère par rapport à cet accident. Il est maire UDI de Beauvais et il s'est exprimé notamment sur Facebook. Il a parlé de rodéo sauvage et il imagine des solutions. Mais là encore, ce rodéo urbain, ça fait combien de temps qu'on traite ça ? 2 ans, 3 ans, 4 ans ? Il n'y a pas une sanction. Il n'y a pas une sanction dissuasive. Je vous donne la parole, mais écoutez, juste Franck Piat. Mis en place une plateforme Stop, ce qu'on appelle la plateforme Stop Rodéo, pour que nos concitoyens nous signalent justement les problèmes de rodéo, de manière à ce que la police, qu'elle soit municipale ou nationale, puisse intervenir au plus vite. Nous avons quand même permis la saisine néanmoins de 10 véhicules depuis le début de l'année 2023, donc ce qui prouve quand même que les efforts qui ont été faits, même si on peut regretter bien sûr cet accident, nous permettent de remédier à ce fléau. Dominique Jamais. Écoutez, il y a un mot qui était employé pendant l'entre-deux-guerres, qui a été inventé, qui me paraît plus fort, moins englobant que décivilisation, c'est la brutalisation d'une société. J'aime bien ce mot, il me paraît, ou l'ensauvagement, c'était pas mal non plus. Bon, il a été prononcé entre deux guerres, c'est que ça veut dire que c'est pas nouveau aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr, mais la Première Guerre avait produit des effets sur la civilisation qui étaient des effets fâcheux, et il y a eu une brutalisation générale des sociétés en Europe. Et à l'heure actuelle, c'est une autre guerre qui explique cela. Et c'est ça que je voudrais dire. Parce que les rodéos, les incivilités, les petits délits, etc., ce sont des dégâts collatéraux à la défaite, au désastre qu'a subi l'État, qu'a subi la société en matière de lutte, en matière de guerre contre la drogue. Nous sommes dans un pays où il y a 250 000 personnes qui vivent plus ou moins bien, et certaines très confortablement, d'une activité criminelle interdite. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas encouragés par leur impunité à transposer cette impunité dans d'autres domaines ? C'est ce à quoi nous assistons. Ces petits refus d'obtempérer, ces petites incivilités, ces rodéos urbains, ça veut dire... Je m'en fous de votre police, je m'en fous de votre État. Vous avez perdu la guerre contre la drogue, eh bien j'en tire les conséquences et je fais ce que je veux. C'est QFD. Non, et c'est pour ça que c'est un enjeu de civilisation. Franchement, je ne vois pas le rapport entre la drogue, qui est la cause d'une infinité de transgressions, et le rodéo dans cette... moi, je le vois, le rapport. Mais non, mais vous prêtez une sorte de dessin collectif. Oui, le dessin collectif, c'est j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre des lois. C'est plus précis que ça. Mais ça n'a rien à voir avec le phénomène de la drogue. Ça a beaucoup à voir. Ce que j'essayais de dire simplement, Philippe Bilger, et que vous ne voulez pas comprendre, c'est qu'il y a une impunité pour des délits extrêmement graves qui incitent à commettre des délits moins graves. On change de sujet. Mais attends, juste un mot. Il est agacé, Philippe Bilger, aujourd'hui. Oui, mais c'est important ce que vous avez dit, ce qu'a dit Dominique Jamais. Puisqu'on a éduqué toute une génération, voire 2 générations, à ne pas respecter la loi. C'est-à-dire que, même si tu es consommateur... Je me pince pour vous écouter quand je vous écoute. Mais pincez-vous, cher ami, mais pas trop fort. Je me pince quand je vous écoute. Mais non, mais on a c'est vos laissé amis s'installer
C'est votre. Mais bien, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Mais c'est vos amis, c'est votre culture. C'est la classe politique dans son ensemble qui a voulu acheter la paix sociale dans les quartiers et qui a laissé ça se développer. Pardonnez-moi, c'est bien François. C'est de gauche ou de droite. Excusez-moi. Vous voulez que je vous rappelle la loi sécurité et liberté d'Alain Perfit que François Mitterrand a démantelée? C'est vos amis 81 qui ont un rapport avec la justice, très bonne loi. Qui était une très bonne loi. Oui. Retour. Vive Alain Perfit. Badinter a fait des... Vive Alain Perfit. Mais juste pour... Mais oui, mais ça vous ennuie, ça. C'est la vérité. C'est 80 le tournant. Dominique Jamais insistait sur le rôle matriciel du trafic de drogue dans notre société, qui fait qu'on a installé l'illégalité et le non-respect de la loi comme une norme de comportement. 81, sécurité et liberté. Ça n'a rien à voir avec 80, le trafic de drogue. Alors ça vient d'où, alors? Ah bah ça vient d'autre chose. Ça vient de l'extrême gauchisation des esprits. Donc le Mitterrand, c'est pas la bonne référence. En ce moment, l'extrême gauchisation. Pourquoi vous ramenez ça à un truc politique alors que c'est pas un truc politique? C'est le discours. Parce que ça l'est. Je crois pas. Quand M. Guiraud s'offusque publiquement de l'arrestation d'un dealer en disant le flic il y a été un peu fort. Vous regardez la vidéo, il y va pas plus fort. Il interpelle un dealer qui résiste. Non mais c'est simplement la glorification du délinquant par l'extrême gauche. M. Rouillant, ancien terroriste d'Action Directe, va s'exprimer dans une fac bordelaise. Tous les gens, les frères Kouachi ont été excusés par Virginie Despentes. Ce sont des damnés de la terre. Mais ils préféraient mourir. Mais si, c'est la glorification de la délinquance, la glorification du délinquant et du terroriste. Il y a un continuum. Votre ami François Hollande est allé voir Théo le jour où il était sur son lit. Une erreur parce que oui, mais c'est ça. Il avait oublié de se renseigner un peu. Mais c'est dommage que Dominique Jamais, mais on a accepté, ça c'est pas que la gauche, excusez-moi, et c'est quand vous regardez les élus locaux, toutes tendances confondues, on a acheté la paix sociale dans les quartiers en acceptant implicitement le développement des trafics de drogue. Parlons de Nantes, votre ami Johanna Roland à Nantes, qui est l'otage. Vous avez raison, mais c'est pas Johanna Roland. Mais si, parce que c'est la gauchisation, elle est l'otage de sa majorité ultra-gauche. Mais la ZAD de Nantes. Le trafic de drogue ne se développe pas pour cette raison-là. Mais Philippe, je ne vais pas répéter ce que je dis en permanence. Une ZAD est restée pendant 10 ans sans que personne n'intervienne à Notre-Dame-des-Landes. 10 ans, et après on s'étonne que Nantes soit le trafic de drogue, c'est autre chose. Le trafic de drogue, je voulais que je sois plus cash sur le trafic de drogue. De quoi on parle? On parle de gamins et de générations qu'on a mis dans des ghettos issus de l'immigration. On a mis. Avant, ils étaient. Qui ont fait du trafic de drogue un moyen de survie. Donc c'est notre faute. Parce qu'ils n'étaient pas intégrés dans la société. L'affaire Lindsay, parce que là, on est très en retard. Il nous reste 10 minutes et on n'a toujours pas parlé d'Emmanuel Macron qui a humilié Elisabeth Borne. Vous avez rencontré les parents de Lindsay, cette jeune femme harcelée qui s'est suicidée. Et ce qu'on apprend, qui est absolument fou, c'est que le harcèlement continue post-mortem. Ouais, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, l'INSEE, finalement, sur les réseaux, elle est toujours visée. C'est-à-dire qu'on ne citera pas à l'antenne les messages qui ont été publiés, mais très clairement, c'est des personnes qui se réjouissent donc de son décès, qu'elle ait mis fin à ses jours. Des messages donc avec des insultes à l'intérieur, des messages qui sont évidemment publiés par des comptes anonymes. Et là où ça ne s'arrête pas non plus là, c'est qu'on a aussi rencontré Maëlys. Maëlys, c'est la meilleure amie de l'INSEE. Elle était au courant de l'harcèlement qu'elle subissait. Elle aussi subissait cet harcèlement. Et depuis que l'INSEE a mis fin à ses jours, elle aussi, elle est la cible sur les réseaux sociaux de messages qui... Et le proviseur, visiblement, pas de vague, parce que vous avez interrogé le beau-père. Je voudrais qu'on écoute ce premier son, je le dis pour Marine Lançon, c'était celui qu'on avait imaginé entendre après qu'il s'exprime sur une bagarre que son beau-père avait vue, mais ce témoignage est extraordinaire, c'est-à-dire que ce beau-père a demandé au proviseur d'être reçu parce que sa fille était harcelée, et le proviseur lui a dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Pas de vague. Mais c'est l'état d'esprit, pas de vague. C'était déjà le cas dans l'affaire Samuel Paty. Exactement. Donc écoutez le témoignage de ce beau-père. Alors on a demandé s'il pouvait nous recevoir. Et non, il a répondu textuellement, je n'ai pas le temps de vous recevoir. Ça c'était quoi, en vrai, par message, par appel? Ah non, c'était par appel, hein, c'était au téléphone. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Je n'ai pas de temps à vous accorder, ouais. Je n'ai pas de temps de vous recevoir, je n'ai pas de temps à vous accorder. Je trouve que c'est totalement inadmissible, c'est même... c'est un manque de respect, c'est...
Ça va au-delà. Donc ce proviseur, vous avez essayé de le joindre, ce proviseur? Nous, évidemment, on a essayé de joindre à la fois. Évidemment, la direction de l'établissement n'est pas disposée à nous dit-elle, à parler de cette affaire, de la même façon que le rectorat nous dit que maintenant qu'une enquête administrative est en cours, ils ne prendront plus la parole. Il faut savoir que la semaine dernière, le recteur, le président du rectorat de Lille a pris la parole en disant que la responsabilité est collective. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le beau-père de Lindsay, et là je porte sa parole, ce qu'il lui m'a raconté, c'est que pour lui, elle n'est pas collective, elle est visée. C'est-à-dire qu'ils ont été avertis. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas d'harcèlement, on suit souvent malheureusement des histoires d'harcèlement qui souvent se terminent, en tout cas parfois, et on suit souvent dans les médias ces affaires-là, mal. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Lindsay, elle en a parlé à plusieurs reprises, très souvent, quotidiennement, à ses parents, à sa maman, qu'ils ont alerté le directeur. Vous avez un autre son aussi du beau-père, du papa de Lindsay, qui explique que, clairement, un jour, elle a reçu des messages où donc on lui disait je t'attends à la sortie de l'école, je vais m'en prendre à toi physiquement. Elle a prévenu le corps enseignant, elle a prévenu le directeur en disant voilà ce que je viens de recevoir, et qu'en gros ils l'ont laissé sortir, et que c'est à ce moment-là qu'elle a été, selon son papa, rouée de coups. C'est le papa qui a dû intervenir lui-même, et comme il y avait le directeur de l'établissement pas loin, il est allé voir, toujours selon son papa, le directeur qui lui a dit ça se déroule en dehors de l'école. Écoutez, ça c'est le témoignage effectivement sur une bagarre qui se passe sous les yeux de son beau-père. Et c'était juste là, elle était en train de se faire démolir, quoi. Et puis il y avait le proviseur qui était juste là. Je m'en souviens, il y avait les CPE, les surveillants. Je suis devenu fou quand même. Hein. Comme j'ai dit, le proviseur, quand j'étais le voir, je dis vous pouvez pas intervenir. C'est quand même malheureux que c'est moi le père qui doit se séparer. Et la réponse, c'est pas c'est en dehors de mon établissement. Je lui ai répondu vous attendez quoi qu'elle se suicide? On est compte le courage, c'est en dehors de mon établissement. Moi, je vous assure, cette société est effrayante. Peut savoir, oui. Il paraît que l'établissement avait été alerté et qu'il avait fait quelque chose une première fois. C'est exact ou pas? Il y a 4 harceleuses qui sont pointées du doigt, qui ont été mises en examen et qui sont évidemment pointées du doigt par Maëlys encore aujourd'hui, et qui sont donc soupçonnées d'avoir poussé Lindsay au suicide. Sur ces 4 harceleuses, il y en a une qui avait été exclue définitivement selon l'information, mais avant le suicide de Lindsay. Ce qu'il faut savoir par rapport à Maëlys et à sa meilleure amie, c'est que hier elle a repris les cours. Alors justement, je voulais qu'on voit le sujet. De visu, une des harceleuses de Lindsay, donc qui est toujours dans l'établissement. Ce qui est aussi invraisemblable. En fait, ce cas, c'est toujours pareil. C'est ce qui se passe dans la société française est invraisemblable dans plein de domaines. La drogue, l'école, l'hôpital, c'est invraisemblable. Alors on peut continuer tous comme ça, hein, mais au prochain drame. Voilà. Écoutez et regardez le sujet de Valentine Leboeuf. Est-ce qu'on peut voir le sujet, peut-être ? Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maëlys, la meilleure amie de Lindsay. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente. Ça me touche énormément parce que je me dis ma fille elle sera plus toute seule en fait. Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de Lindsay. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux sociaux, même après la disparition de Lindsay. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu l'as pas aidée? T'as pas été là pour elle. Fallait l'aider. C'est à cause de toi qu'elle est plus là, etc., etc. En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants envers sa meilleure amie. Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de Lindsay, la brûler. Je suis en colère parce que même qu'elle soit plus là, elle sera jamais tranquille. Même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter. Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des 4 harceleuses de Lindsay au collège, mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir. Vous voyez, c'est des associations privées ou des comportements privés, des motards qui font quelque chose parce que l'État n'est plus là. Et monsieur le ministre de l'école, plutôt que d'attaquer la France quand il est à Washington, il devrait être dans cet établissement cet après-midi. Il devrait y aller. Et même au-delà de lui, je pense que le président de la République devrait y aller.
Il devrait se déplacer. Il se déplace beaucoup. Alors, mais il devrait se déplacer. Il devrait se déplacer. Pourquoi M. Ndiaye n'y va pas? Parce que M. Ndiaye, voilà. Parce que c'est pas sa priorité. Voilà, oui. Il a d'autres buts pour l'éducation nationale. Lui, il parle de. Non, mais faire dire que la France est raciste ou que l'école est. Voilà. Il protège son administration. Comment? Il protège son administration. Protège son administration et puis il envoie ses enfants à l'école alsacienne. Il n'a pas ces problèmes-là. Monsieur Ndiaye, il n'est pas manifestement... Il y aura deux drames. Il y aura d'autres suicides ou d'autres faits graves et il y aura des dérapages du fait que ce sont des milices privées qui vont assurer la sécurité et la santé. Et ça donnera des dérapages. Bien sûr. Voilà. Mais l'État est aux abonnés absents. Alors, il y a vraiment beaucoup de... Ces témoignages sont absolument extraordinaires. Je voudrais qu'on écoute, vous l'avez rencontré, ce beau-père, et on l'écoutera également parce qu'il était chez Cyril Hanouna, mais le troisième passage, si j'ose dire, lorsqu'il parle de l'inaction, m'intéressait. Écoutons-le. Pourquoi ils l'ont laissé tomber? Pourquoi ils nous ont pas reçus en nous aidant et puis en trouvant des solutions? D'autres solutions que nous dire de confisquer le téléphone à l'INSEE. On n'a eu aucun contact avec eux après le décès, aucun contact avant le décès. Pour nous, c'est eux les coupables, eux autant que l'académie. Et la mère, cette fois-ci, qui s'appelle... Séverine, la mère de Maëlys. Voilà, qui était... Non, là, vous parlez de Betty, alors la maman de l'INSEE. Voilà, c'est Betty, elle était sur le plateau avec on l'avait aussi rencontrée la semaine dernière. Et elle est venue, en effet, sur le plateau sur C8. Et elle a raconté ce qui est sidérant et que nous avons déjà dit depuis que nous parlons de ce dossier, c'est que les menaces continuent. Écoutez cette maman. Elle continue les menaces. Elle continue d'insulter ma fille, qu'elle n'est plus là. Sur les réseaux, ah oui. Non. Ah si, enfin elle est morte, cette pute. Je vais lui pisser sur sa tombe, je vais lui cramer sa tombe. Ça continue. Et ça n'arrête pas. Ça continue. Bon, ces menaces-là, elles sont identifiées, on sait qui écrit. Non, parce que si vous voulez, c'est des faux comptes, c'est des comptes qui sont anonymes, qui sont créés par exemple sur TikTok, et c'est pas directement des messages qu'on va recevoir. C'est des messages qui vont être publiés. Et comme TikTok, c'est public... Il y a bien quelqu'un qui écrit, on peut quand même, dans ces cas-là, lever l'anonymat quand il y a une plainte. Bien sûr. Sur Twitter ou sur TikTok. À ce stade, et c'est là où c'est aussi compliqué. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est là où c'est aussi compliqué, c'est que si vous voulez, ça prend une ampleur assez phénoménale. C'est-à-dire que moi, hier soir, j'ai eu plusieurs, en rentrant, personnes au téléphone qui m'ont appelé en me disant, voilà, moi, je vous appelle, je me présente, j'ai le même nom de famille que certaines des harceleuses. Conséquence, comme j'habite dans la même ville, je reçois à mon tour des menaces de mort par des personnes qui me disent « tu as fait ça, tu es responsable, maintenant on va avoir ta peau ». Donc en fait, ça prend une ampleur où vous avez aussi donc, des personnes qui sont confondues en étant les harceleuses. Vous avez des personnes aussi qui créent des faux comptes en prenant le nom des harceleuses pour faire croire qu'elles continuent aussi le système. Donc c'est très compliqué, c'est le problème évidemment des réseaux sociaux. Jeanne, je vous remercie grandement. Parce que, d'abord pour la qualité de votre travail et pour les témoignages que vous avez rapportés, puis également pour les analyses que vous avez faites avec nous ce matin. On va recevoir Jean-Christophe Granger. Je ne sais pas si vous aimez les polars ou pas. Vous lisez les polars? J'adore certains polars. Et Jean-Christophe Granger, c'est un maître. Il avait commencé avec Le vol des cigognes, puis Les rivières pourpres, et puis il écrit régulièrement des polars. C'est un des auteurs les plus vendus, les plus lus en France. On parlera évidemment d'Elisabeth Borne et on écoutera Jordan Maréchal et Marion Jordan Maréchal. Jordan Bardella. Joli lapsus. Jordan Bardella et Marion Maréchal. Et puis, on parlera de monsieur Jancovici, qui veut qu'on prenne l'avion simplement 4 fois dans notre vie. Et qu'autrement, on aille en bateau, à voile. Michel, et je pense que les lecteurs connaissent Jean-Christophe Granger. Et tous ceux qui ont vu un film ces dernières années connaissent forcément votre nom, puisque quasiment tous vos livres ont été adaptés à la télévision ou au cinéma, et notamment Les rivières pourpres, qui est peut-être votre plus grand succès? Oui, plus grand succès au cinéma et en livre. En livre, j'ai revendu beaucoup au moment du film, parce que personne ne comprenait rien au film, donc... Oui, mais je suis d'accord avec vous. Alors là, la version avec Jean Reno. Ouais, avec Jean Reno. Ah, mais je trouvais ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous aviez participé à l'adaptation? Oui, mais vous savez, on me demande toujours ça. Le tournage des films, la préparation des films, c'est chaotique. Oui. On dirait pas plus. Mais c'est vrai que les rivières... Donc, tout vous échappe au bout d'un moment. Tout vous échappe. Il y a trop de gens qui ont voix au chapitre. Et pour essayer vraiment de suivre le fil ténu d'un thriller compliqué,
Mais que ça échappe à l'auteur, mais que ça échappe au spectateur, c'est quand même... Tout en ayant échappé à toute la boucle. Bon, mais c'est vrai que, alors, mettre du suspense, c'est sans doute galvaudé comme expression, mais c'est vrai que je me souviens dans l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai lu Les Rivières pourpres, il y a je ne sais combien de temps. C'est ce qu'on appelle un page turner, c'est tchac, tchac, tchac. Tu veux absolument savoir la fin avec des chapitres très courts, et à la fin du chapitre, il y a forcément un peu de technique dans ce que vous faites. Tu as évidemment envie immédiatement d'enchaîner avec l'autre. Mais vous nous en parlerez peut-être de la technique d'écriture, parce que ça intéresse aussi beaucoup les gens. Audrey Berthaud nous rappelle les titres. La proposition de loi du groupe Lyot pour abroger le recul de l'âge de départ à la retraite arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Si les 72 élus réunis l'acceptent à la majorité, la proposition sera examinée par l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Selon le gouvernement, ce texte est anticonstitutionnel. Vous avez peut-être déjà allumé votre première cigarette de la journée. Je vous conseille de ne pas le faire. C'est la journée sans tabac. Un quart des Français fument quotidiennement, un chiffre stable depuis 2019. 6 fumeurs sur 10 déclarent tout de même vouloir arrêter. Le dispositif tabac info-service est joignable au 39 89. Il est disponible 24 heures sur 24. Il y a également des vidéos, applications ou des spécialistes si vous souhaitez arrêter. Et puis une fausse alerte au missile sème la panique à Séoul. Le lancement d'une fusée par la Corée du Nord a terrorisé la capitale sud-coréenne. Un ordre d'évacuation a été envoyé par erreur aux habitants alors qu'il n'y avait aucun danger. Le message ne précisait pas pourquoi cette alerte était envoyée ni où les citoyens étaient censés se rendre. Cette fausse alerte fait donc douter de la capacité des autorités à réagir en cas de vraie attaque. Je savais pas que c'était la journée sans tabac. Pascal. Donc pas de cigarettes aujourd'hui. Mais alors, quand même, on est dans un pays formidable parce qu'on a le prix de la cigarette du paquet le plus élevé d'Europe de très loin. Oui. Presque 2 fois plus qu'en Italie ou en Espagne, par exemple. Et depuis 10 ans, le nombre de fumeurs ne baisse pas et on a l'explosion du trafic de clubs clandestines, enfin par définition. Ça n'a pas baissé le nombre de... Ne baisse plus, très peu. Ne baisse plus parce que ça a beaucoup baissé. Dans un premier temps. Mais c'est combien un paquet de cigarettes aujourd'hui ? 11 euros. Bon, et vous êtes un... Je peux le dire ou pas ? Vous êtes un fumeur invétéré, je vous connais depuis suffisamment longtemps. Oui. Depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai prévu d'arrêter, tiens, comme ça je le dis publiquement. Oui. J'ai prévu d'arrêter en septembre. En septembre. Oui. Ça c'est bien, parce que pourquoi bizarre, en septembre ? C'est bizarre. Mais en septembre 2023. Oui. Pourquoi en septembre ? Après l'été, vous dites que l'été vous avez envie de fumer. Je connaissais la promesse d'alcoolique, je ne connaissais pas la promesse de fumeur. Mais ça ressemble à une promesse de fumeur. Pourquoi septembre alors ? Et vous fumez combien Vous fumez un paquet ? Un paquet complet par jour. Là, par exemple, il est 10h05, vous avez déjà fumé ? Oui, bien sûr. Vous avez fumé combien de cigarettes à 10h05 ? 3. Ah oui, effectivement. Là, c'est-à-dire que j'ai d'autres missions, donc j'ai besoin aussi de... C'est le stress, vous voyez. Bon, Jean-Christophe Granger-Rouge, Karma, je ne sais pas d'ailleurs, c'est votre quantième roman ? C'est mon 17e. Toujours des polars ? Toujours des polars, c'est mon style. Oh. Cette fois-ci, Paris est donc à feu et à sang. La Ve République visiblement vacille et on va retrouver une jeune fille nue, mutilée dans une position de yoga. Mais ce qui est intéressant dans vos polars, c'est que vous êtes passé d'ailleurs par Paris Match, vous avez fait des reportages. Il y a quelque chose toujours de très journaliste et on apprend beaucoup de choses, comme si vous-même lisiez peut-être des tonnes de documentation avant de vous mettre à écrire. Oui, mais c'est un souci de réalisme surtout. J'aime bien plonger mon lecteur dans un contexte qui fait vrai, pour lui raconter mon histoire qui souvent est un peu abracadabrante. Et donc je force sur le réalisme, je force sur le petit détail vrai pour que mon lecteur y croie. Je crois que c'est vraiment très très important ça. Et alors depuis mon avant-dernier livre, Les Promises, je me suis lancé un peu dans le polar historique, c'est-à-dire qui se passe à une autre époque que notre époque. Et vraiment, j'aime bien ça. J'ai fait l'Allemagne nazie là, avec Les Promises. Puis là, je fais mai 68 et les hippies. Et effectivement, il y a aussi un peu de sociologie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Vous écrivez, par exemple, il n'empêche être une jeune fille dans les années 60, s'apparentait à un chemin de croix fondé sur les culottes en coton qui grattaient et la peur du loup, surtout ne pas tomber enceinte avant le mariage. Des projets d'avenir, vous plaisantez. Si on allait à la fac, c'était pour y trouver un époux. Quant à travailler, on en reparlerait après avoir accouché de 2 ou 3 marmots. Priorité absolue aux devoirs conjugaux. Donc il y a aussi cette photographie d'une époque qui traverse ce bouquin et qui est... Alors, peut-être les gens le savent-ils, mais en même temps, il y a un plaisir d'écriture. Et le passage que je viens de lire, c'est plaisir de... La lecture, c'est fait aussi pour se faire plaisir.
Et la photographie que vous donnez, elle est tout simplement peut-être bien écrite. Peut-être. non, mais encore une fois, c'est vraiment un souci simplement écrite. de bien brosser le décor, l'époque, et puis après on y va. On va raconter mon histoire criminelle. Donc là, en plein mai 68, on découvre le cadavre d'une jeune fille en position de yoga, et trois protagonistes qui sont liés aux événements de mai 68 vont se lancer dans cette enquête qui va les emmener en Inde. Parce que c'était surtout ça que je voulais raconter, les hippies en Inde, ce grand pèlerinage spirituel qui m'a toujours fasciné. Moi, je suis un peu trop jeune, j'ai pas vraiment connu ça, mais ça a toujours été un peu mon époque idéale, quoi. L'âge d'or. Alors, on parlera dans une seconde d'Elisabeth Borne, bien sûr, et d'Emmanuel Macron, mais 2 ou 3 choses qu'on doit souvent vous poser. Mais quand vous commencez à écrire, vous savez la fin du livre ? Oui. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que pour écrire un polar, il faut quand même savoir qui a tué. Il me semble que c'est mieux. Donc ça veut dire la fin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va découvrir dans les dernières pages du livre. Donc en général, quand je dis que j'ai l'idée d'un livre, ça veut dire surtout j'ai l'idée d'une fin. Et ensuite, je vais organiser, entreprendre de raconter toute une route avec plein de fausses pistes jusqu'à mon dénouement. L'idée d'un livre, un livre policier, c'est le dénouement. Donc évidemment, ça tient effectivement, les 490 premières pages tiennent parfois par les 10 dernières, et on est parfois déçu dans les polars des 10 dernières. Convenons-en. Justement, ce qui fait souvent le prix du polar, tout c'est ça pour ça. Le dénouement. Si vous êtes déçu au moment du dénouement, c'est que le polar n'est pas réussi. Et alors, un livre, ce livre-là, il fait par exemple 600 pages. Vous l'écrivez en combien de temps ? Alors, avec les années et l'expérience, j'ai pris de la bouteille, donc 1 an. 1 an. À raison de combien d'heures de travail par jour ? Alors, j'ai des horaires très particuliers, donc je me lève à 3 heures. Comme tous les écrivains. Voilà. L'écrivain écrit le matin. Non, mais c'est pour être tranquille, parce que moi j'ai des enfants, enfin bref, après c'est le Oui, mais vous parliez d'expérience, il y a beaucoup maintenant d'ateliers d'écriture. Est-ce qu'il y a une recette ? Est-ce que vous diriez qu'il y a une recette quand même, ou en tout cas des règles pour écrire un bon polar, un bon thriller, un bon page-turner ? Alors moi, je suis pas trop pour les recettes, je suis pour trouver une histoire qui intrinsèquement a des bons rebondissements, a des complications et tout. Les techniques de faux suspense, c'est-à-dire les trucs bricolés avec des chapitres qui s'arrêtent en plein milieu d'une scène ou des choses comme ça. Ça vous ennuie pas. Mais pour terminer, donc vous vous levez à 3h. Oui, alors, je me lève à 3h, je travaille jusqu'à 8h, l'heure des enfants. Oui. J'emmène les enfants à l'école et tout ça. Et là, je me recouche. Pardonnez-moi, vous avez encore des enfants à l'école ? Encore des enfants. Oui, j'ai 4 enfants, tout un florilège d'âge, et j'en ai encore un qui a 8 ans. Qui a 8 ans à l'école, vous quand on emmène ses enfants à l'école, on les emmène plus à 17 ans, vous voyez. Mais jamais on vous pose des questions comme ça dans des émissions. Non, il est très direct. C'est unique. Il est très direct. Non, mais terminez, attendez. Alors, je réponds directement à votre question. Il faut compter avec les remariages. Ah oui, donc 3h, 8h. Donc ça, c'est une première séance d'écriture. Est-ce qu'il y en a une deuxième ? Alors oui, je redors à 8h. Je me remets au travail, je déjeune et je redors. Donc en fait, je suis en forme quand je me lève. Je dors plusieurs fois. Bon, d'accord. Je voudrais qu'on parle d'Elisabeth Borne, et parce qu'autrement, on ne va pas en parler, parce que c'est toujours passionnant. Moi, j'aime bien la cuisine des écrivains. Comment vous écrivez ? Quand vous écrivez ? Par exemple, vous écrivez, paraît-il, toujours sur le même bureau ? Oui, bureau de notaire, j'ai une espèce de bureau fétiche. Oui, j'ai commencé avec ce bureau de notaire là. Oui. Alors il me suit partout. Vous avez le stabilo tout le temps. Alors le stabilo, c'est. Mais je dis toujours, c'est mon plaisir. J'ai un quotidien d'étudiant, donc je suis content d'avoir vécu en étudiant, à faire des recherches. Le stabilo, vous écrivez à la main alors, c'est ça ? Non, quand je lis. Non. Ah, bah, je ne peux pas lire sans un stabilo. Le stabilo, c'est comme vous savez, les gens qui photographient leur plat, ils apprécient pas le plat s'ils l'ont pas photographié. Moi, c'est pareil. Et il y a une autre question pour bien lire. Il y a une autre question que j'aime poser à tous les écrivains, parce que j'ai dans la tête ce que disait Jean d'Ormesson. La page qui est publiée, c'est la quantième page écrite ? Oh, vous voulez dire si j'ai beaucoup réécrit ? Ouais, d'Ormesson disait c'est la 9e page. Oui, il est très fort pour savoir exactement. Non, je dirais que quand vous débutez, la page qui est imprimée, c'est la 150e page que vous avez réécrite. Mais après, heureusement, l'expérience fait que c'est plus ou moins ce que j'ai écrit. Crédit, je crois que c'est 20 000 pages de base. Ah oui, mais ça, après, il y a peut-être des... pour arriver au résultat. Donc. Bon, vous vous intéressez à la politique ? Pas du tout. Pas du tout ? Jamais voté de ma vie. Ah, vous ne votez pas ? Non. Et, pardon. Oui, pourquoi ? Pourquoi ?
Parce Quel est que votre argument? je suis un solitaire, Élection. un indépendant, ça m'intéresse pas tout ça. Élection piège à Kion. Non, mais d'abord, je suis pas forcément pour la démocratie, excusez-moi. Ah oui. Et Vous êtes plutôt pour la... Je fais cette émission depuis 7 ans, mais non, j'ai non, parfois non, entendu des gens dire des autres qui étaient, je veux dire, des autocrates, mais j'ai jamais vu quelqu'un venu me dire sur le plateau, je suis l'idée de pas la pour la démocratie démocratie. semble bonne, parce que on vit dans un pays, c'est sympa de demander son avis à tout le monde. Mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir un avis. Et c'est quoi l'alternative alors selon vous? Ah ben j'en ai pas. Ah si, comme ils disaient les philosophes grecs, despotisme vous savez, le despotisme éclairé. Le despotisme et Catherine II. C'est-à-dire un chef est éclairé Catherine par des spécialistes, mais qui s'engueuleraient entre eux, donc de toute façon, on revient toujours au même chose. Oui. Non mais moi non, vous allez faire du je monde souffre avec de ça. vivre... Je souffre contre vous aussi. Faites pas confiance aux citoyens pour effectuer... Ah, pas du tout. Écoutez, c'est comme si on demandait à n'importe quel passager de conduire un TGV ou à n'importe quel patient de savoir quelle maladie il a. Enfin, il y a un moment, il faut des connaissances, il faut savoir de quoi on parle. Gouverner un pays... Et je comprends pas la démocratie. Tout le monde a une opinion. Là, en ce moment, tout le monde parle des retraites. Vous êtes économiste, vous savez exactement de quoi vous parlez? C'est une question économique. Laissez parler Monsieur Granger, s'il vous plaît. Pardon. Il me semble qu'il y a trop d'ignorance qui vient dans l'opinion. En même temps, vos livres ne sont pas étrangers à l'atmosphère politique et historique. Je décris, bien sûr. Et puis j'ai mes idées personnelles. Vous ne vous intéressez pas à la politique. Mais par exemple, ça m'étonne toujours qu'on demande leur avis à un chanteur, un footballeur. Ils savent de quoi ils parlent quand on parle de politique. Mais vous êtes en complet désaccord avec le philosophe Alain, qui, pour défendre la démocratie, disait « Le peuple est merveilleux pour choisir ». Vous ne le croyez pas? Montesquieu disait la même chose. Bon, non, mais moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est votre courage de dire les choses. Et effectivement, si, c'est une courage parce que vous êtes indépendant, mais ce que vous avez dit, les écrivains... On verra sur les réseaux si ce n'était pas de l'inconscience. Ah non, pas les réseaux. Bon. Ah, oui, vous n'êtes pas sur les réseaux. Le despotisme éclairé sur les réseaux en ce moment. Vous n'êtes pas sur les réseaux. C'est pas la tendance. Jamais. Bon, alors écoutons quand même Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron hier, c'est très intéressant ce qui s'est passé, ce qu'il a dit. Il y a une forme d'humiliation qu'il a produit sur Madame Borne en expliquant qu'il ne fallait pas se référer à Pétain aujourd'hui pour parler du Rassemblement national. Je pense qu'on va voir d'ailleurs la citation que Emmanuel Macron a dite. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Donc tout le monde a dit il recadre Elisabeth Borne, c'est humiliant, il règle ses comptes avec elle. Et moi, ce qui m'étonne évidemment toujours, c'est que dans ces milieux-là, les gens acceptent tout. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, elle peut se lever, ça aurait quand même été un peu de panache, dire pardonnez-moi, parce qu'il peut lui dire en tête à tête, mais là, c'est devant tout le monde, toute la presse le lendemain en parle, elle-même passe vraiment pour, franchement, une victime, donc elle pourrait se lever et dire vous parlez de moi Je n'en connais aucun qui l'aurait fait. Messieurs, au revoir. C'est au nom de son expérience et de son âge que Macron a tensé la pauvre petite Madame Borne, qui a 67 ans. Ces gens sont... Il y a une scène formidable, vous savez, dans Le Jouet de Francis Weber. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Michel Bouquet demande à Jacques François de se mettre tout nu. Et il commence à se mettre tout nu. Et il lui dit, vous allez aller vous balader comme ça dans le magasin. Parce qu'il a le pouvoir, Michel Bouquet. Et il lui dit, mais quel est le salaud? C'est moi ou... Oui, mais moi je suis pas d'accord avec cette analyse. Je suis pas d'accord parce que Elisabeth Borne, sur cette affaire, c'est hibernatus. En effet, elle se réveille d'un long sommeil. Elle nous explique que le problème avec le Rassemblement national, c'est Pétain. Bon, écoutez, soyons un peu de bonne foi. Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est pas la même chose. Qui est encore des accointances de tel ou tel membre du Rassemblement national avec des personnages trop, ça c'est exact. Mais que ça soit encore le logiciel collaborationniste, pétainiste, c'est faux et c'est pas comme ça qu'on va combattre. Oui, mais il peut lui dire en tête à tête. Non, il faut le dire. C'est pas une relation privée. C'est un message à faire passer à la France. Il l'a fait passer. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Ce qu'a dit Elisabeth Borne est complètement inopérant et à côté de la plaque. Je suis persuadé, on disait hier soir, et on le répète, qu'il aurait fallu qu'elle quitte le Conseil des ministres ou qu'elle lui réponde vivement. Je suis persuadé que personne ne l'aurait fait. Le monde est lâche. Profondément. Surtout le courage qu'on réclame pour les autres, on serait incapable de l'exercer. C'est cela qui me gêne dans les critiques qu'on fait souvent sur Elisabeth Borne et d'autres. Macron était de mauvaise humeur, c'est clair, et il a choisi de rendre publique cette admonestation sévère
à Elisabeth Borne. Mais Elisabeth Borne, je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas suivi ces 50 dernières années d'un peu près la politique du pays. Et ce qu'elle en faisait, il faut revenir à l'origine de ce propos, c'était pour essayer de se concilier la gauche, d'avoir l'air d'eux, etc. Alors que Macron a bien fait de lui rappeler que cette propagande contre le Front National puis le Rassemblement a abouti à ce qu'il est passé de 2% à 42% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon. C'est un échec. Alors, mais il faudrait dire à Madame Borne que, non mais simplement, que Jean-Marie Le Pen, que Pétain est mort, que les ministres de Pétain sont morts, les héritiers des ministres sont morts, on en est à la 3e génération, c'est insensé ce qu'elle a dit. Bon, écoutez Marion Maréchal qui a réagi hier, il y a Jordan Bardella également, non, d'ailleurs Marion Maréchal a réagi ce matin sur l'antenne de CNews et elle était avec Laurence Ferrari. Écoutez ce qu'a dit Marion Maréchal. C'est extraordinaire, cette capacité de la plupart des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je sais pas, ils ont raté leur vocation. C'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Ils auraient dû être curés plutôt que ministres, parce que manifestement, voilà. Ouais, mais ils voient qu'il est au Rassemblement National avec des attaques comme celle d'Elisabeth Borne. Pour eux, ils rigolent, quoi, vraiment. Et ça traduit l'embarras de la classe politique française, au-delà du pouvoir macroniste, à comment accrocher, comment attaquer. Quel est le bon angle aujourd'hui pour attaquer le Rassemblement? Sur le fond. C'est ça la vraie question. Mais il faut attaquer. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous attaquez sur le fond. Si vous n'êtes pas d'accord avec sa politique économique. Je pense que la démagogie est un angle d'attaque, mais qu'il est évident, mais Eric l'a dit et tout le monde l'a dit, que d'aller chercher le pétainisme est le plus contre-productif des arguments aujourd'hui pour combattre le Rassemblement. Jordan Bardella, écoutez-le, il était sur RTL. Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Je pense que ces propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France pour salir un parti politique. Factuellement, ça n'est pas complètement faux. Et des électeurs, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ces propos ont choqué beaucoup de Français, à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer. Alors, et il instrumentalise peut-être ça aussi, le président de la République, parce qu'il veut se séparer d'Elisabeth Borne, ce qui est quand même très humiliant. Les 100 jours de Madame Borne, à l'arrivée, c'est les 100 jours d'Emmanuel Macron. On sait qu'ils sont en guerre tous les deux. En fait, tous les messages qui sont donnés au pays sont lamentables de l'exécutif. Lamentables. Parce que vous avez un Premier ministre qui est humilié par le président de la République. C'est lamentable. Mais lamentable. Non, c'est lamentable. En fait, ce qui se passe, mais arrêtez. Quand on est autant à côté de la plaque, on évite de parler. Elle s'est humiliée d'abord. Non, mais dans la situation où sont le gouvernement et le président, il y a deux possibilités. Ou bien dire, ça fait des années qu'on est mauvais sur ce chapitre, ou bien de dire, vous êtes des fascistes. Elle a choisi la facilité. Il continue à être les héritiers du maréchal Pétain. Ça fait des années qu'il est mauvais sur ce sujet. Et que c'est le grand problème politique français. Et que Fabius avait dit toute la vérité en 84, le Front National pose de bonnes questions, même si on doit contester ses réponses. Parce que la morale est plus facile que la politique. Mais on n'a pas avancé en 30 ans. Et il devrait se demander pourquoi le parti des héritiers du maréchal Pétain est à 42%. Oui, il y a 42% de pétainistes en France. C'est ça la question. Non, mais bien sûr que c'est pas sérieux. Évidemment que c'est pas sérieux. Faute de casting, Jordan Bardella pour Madame Borne. Je pense qu'elle n'aurait jamais dû être nommée, si vous voulez. Je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Ve République et qu'elle crée aujourd'hui une gêne parce qu'elle s'est donné 100 jours pour insuffler un cap. On voit bien qu'il n'y a aucun cap, il n'y a pas de vision aujourd'hui. Et si les 100 jours sont une référence à Napoléon, je vous rappelle que ça s'est fini à Waterloo. Bon, c'est intéressant également de voir les réactions des uns et des autres sur ce sujet, et notamment la réaction, je crois, de Edoui Plenel, qui a également fustigé. Le président de la République reproche à sa première ministre d'avoir qualifié Marine Le Pen d'héritière du pétainisme. Soit Macron estime que ce n'est pas le cas, soit il considère qu'il ne faut plus le dire. Dans les deux cas, c'est inquiétant. Et il y a un grand papier. Alors, toute la presse de l'ultra-gauche, Pétain et le RN, et l'aveuglement d'Emmanuel Macron. En fait, tous ces gens, Mediapart, Libération, etc., leur logiciel s'est arrêté en 45. Donc, ou en 80, voilà, ou en 83. La formule qu'est-ce que vous voulez? Non, mais la formule définitive, on la doit à Jospin. Il a parlé du théâtre antifasciste.
Nous sommes dans le théâtre antifasciste. Donc les références à Pétain en font partie. C'est pas comme ça que vous allez faire descendre le Rassemblement national. Vous avez même toute chance de le faire monter. Et effectivement, sur tout ce qui est à la gauche de M. Plenel, ou à la droite plutôt, est qualifié de fasciste, d'autres à droite. Alors, un coup, c'est CNews, un coup... Vous avez vu quand même la une du Monde, ça fait 2 fois que je le cite, lundi, la tendance illibérale des Républicains. Le Monde, la gauchisation du monde n'est plus à montrer, évidemment, sur tous ces sujets-là, bien sûr. Donc, les Républicains seraient illibéraux, la tendance illibérale des Républicains. Oui. Et dans l'espace considère que l'état de droit est intangible. Oui, c'est ça, c'est une grosse erreur de mon point de vue. L'état de droit est intangible et donc si on touche à l'état de droit, même s'il y a des problèmes, on n'a pas le droit de toucher. Et que l'Europe n'a pas le droit d'être efficace. Non, mais on peut changer le droit en restant dans l'état de droit. Voilà. Oui, le droit peut changer. Bien sûr, et surtout, il y a une part de l'état de droit qui doit demeurer, une autre qui peut évoluer. Bon. Jean-Christophe Granger est avec nous ce matin. Pour quelqu'un qui ne croit plus trop à la démocratie, vous parlez beaucoup du général de Gaulle d'ailleurs dans ce livre. C'était l'époque, moi personnellement. C'était l'époque. On vivait avec ce grande silhouette. Et puis mai 68 l'a fait un peu trembler, quoi. Enfin bon, je raconte comment ça se passe. C'était quand même folklore, très folklore. Et encore une fois, c'est pour l'ambiance. Moi, ce que je veux raconter, c'est mon enquête criminelle. Et cette enquête criminelle, d'ailleurs, elle est menée par, par un flic, c'est bien ça? Ça n'a pas l'air très original, mon livre. C'est factuel. Par un flic. Et il est plutôt secondé aussi, ce flic, par des amis. Voilà, il est secondé par 2 étudiants, dont l'un est son frère. Et l'autre, une jeune fille qui était la meilleure amie de la victime. Et à eux 3, parce qu'à l'époque, les flics ont autre chose à faire, donc en pleine guerre civile de mai 68, ils se lancent dans cette enquête et ils suivent le fil donc, de l'hindouisme. Et ça va les emmener à Calcutta, puis à Bénarès. Donc c'est une grande aventure. Oui, c'est aussi un roman d'aventure. Comment vous estimez, ou pourquoi les auteurs de polar... Simenon était considéré comme un auteur de polar. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, est-ce du polar ou pas, sur Georges Simenon. Mais quand il est mort, il était, disons-le, méprisé. Et puis, avec le temps, méprisé. Il n'a jamais eu un prix. Il n'a jamais eu un prix. Non, il n'était pas méprisé. Écoutez, moi, je veux bien... Alors, on va prendre un indicateur qui est le prix Goncourt. Un seul. Bon. Et puis on va prendre le prix de l'Académie française qui est un 2e indicateur. Et puis on va prendre le prix Nobel qui est un 3e indicateur de littérature. Il faut dire Jamais les choses. il n'a eu ça, pardonnez-moi. Simenon, bien sûr. Simenon a été classé parmi les romanciers de gare et il a fini dans la Pléiade. Oui, mais si on considère que... Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez choisi ce genre qui est le polar. Oui, mais Pascal, si on considère que le mépris, c'est l'absence de considération officielle, d'accord. C'est ça que je veux dire. Ah non, oui, mais il y a autre chose. Il n'était pas méprisé par les lecteurs. Les lecteurs lui ont vu, et ni par les metteurs en scène. D'ailleurs, comme Jean-Christophe Granger. Les metteurs en scène ont passé leur temps à adapter les films. André Gide, qui ne se remettait pas d'avoir raté Proust, a voulu ne pas rater Simenon. Et c'est pour ça que Simenon a été chez Gallimard après-guerre. Nous sommes d'accord, mais j'ai cité 3 indicateurs dans l'univers littéraire. Vous avez raison. Il n'avait pas la carte. Alors que dans le même temps, vous pourriez citer des livres qui sont absolument illisibles aujourd'hui, qui avaient la carte. Non, mais là, je suis d'accord. Et notamment ceux qu'on écrivait sans virgule, sans point et sans rien du tout dans ces années-là. Et à l'âme de Solers. Oui, mais Solers, c'est très intéressant. Solers, c'était un personnage. Qui restera bien au-delà de... Il a écrit un pamphlet sur lui, même 2. Donc. Bon. Alors, moi, votre avis sur cette littérature, par exemple, cette littérature dite populaire, d'abord, est-ce que ça vous gêne, parfois, vous n'avez pas eu de prix prestigieux en termes de littérature? Personne n'imagine que vous ayez le Goncourt lorsque vous publiez quelque chose. Alors, je voudrais dire 2 choses. La première, je pense que ça a beaucoup changé. On regarde les romans policiers d'un œil plus bienveillant maintenant, je pense. Il y a tellement d'anciens auteurs qui sont des grands auteurs. Ça viendrait à l'idée de personne de dire que Chandler ou Manchette sont des petits auteurs. Tout le monde sait que c'est des grands auteurs. Bon. Et puis alors moi, pour ma part, personnellement, c'est le genre que j'adore. C'est le genre qui a un devoir d'intrigue. Quand vous avez une enquête policière, vous êtes sûr que vous n'allez pas partir dans les digressions foireuses. Donc moi, c'est ça que j'aime. J'aime être happé, absorbé par un livre.
si possible bien écrit, mais surtout aspiré par un livre. Moi, j'ai fait des études de lettres, j'ai pendant des années lu les auteurs les plus difficiles, surtout dans les années 80, on lisait tous Barthes et Joyce. Oui, et bien, Barthes, tout d'un ça coup, va, j'ai mais découvert Joyce... les polars, j'ai découvert des livres que on regardait pas toujours dans le coin de la page où on en était. Vous voyez, vous étiez absorbé par le livre, avalé. Et ça avait été un plaisir artistique, esthétique suprême. Donc moi, j'ai tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. J'ai eu la chance d'être reporter en même temps, donc j'ai eu énormément d'aventures, de voyages extrêmes. Donc j'ai dit, je peux concilier mon expérience, mes souvenirs, et puis ce genre littéraire que j'adore. Et il m'est jamais venu à l'idée de faire autre chose. D'abord, je pourrais pas. Je suis inspiré dans ce domaine-là. Et puis alors, je suis content de savoir que Siménon avait aucun prix, parce que j'en ai aucun non plus. Et c'est pas grave, vous savez. Ce qui compte, c'est quand même d'être lu, l'émotion de vos lecteurs sous la couette, là, quand ils tremblent. C'est quand même ça, tout le cirque littéraire. De temps en temps vous faire plaisir si on reconnaissait ça me ferait plaisir, en fait un talent d'écriture tout simplement. La tendance change un petit peu là avec mes romans historiques, on commence à être un peu plus... Mais on a toujours été sympa avec moi, franchement. Les gens ont une image que j'ai été massacré par la critique, c'est pas du tout vrai. Ah non, moi je dis pas ça du tout. Soit on parle pas de moi, soit ceux qui en parlent, c'est qu'ils ont lu et qu'ils ont aimé. Je parle des critiques, évidemment, on vous aime bien. Je pense que votre personnalité aussi participe à ça, parce que vous êtes plutôt sympathique sur les plateaux de télévision. Je suis sympathique. Et plutôt agréable. Et puis, effectivement, vous donnez du plaisir aux lecteurs, donc je pense que c'est très très important. Non, mais les critiques vous apprécient. Vous faites bien de dire les Goncourt et tout ça. Voilà, moi, de toute façon, il y a une loi du marché, les dates de sortie, tout ça. Moi, je suis pas... Si vous remarquez, sous la couverture colorée, je suis maintenant dans la blanche d'Albin Michel. Ah ouais, donc là, c'est la noblesse de la... Voilà, mais je suis pas sur ce circuit des prix, tout ça. Ouais. Tant pis pour moi. Malgré votre singularité, est-ce qu'il y a un genre français, à votre avis, par rapport à d'autres grands romanciers étrangers, Connolly ou la littérature scandinave, par exemple? Alors, ce qu'on a coutume de dire, excusez-moi, je vais me mettre en avant, mais que à partir de mes bouquins, il y a eu plusieurs auteurs français qui ont suivi un peu ce sillon et qui s'en cachent pas. D'ailleurs, ça me fait plaisir et en même temps, ça me rajeunit pas parce qu'on commence à parler de moi comme un pépère. Ah oui, parce que le vol des cigognes... un modèle du passé. Le vol des cigognes, ça a 25 ans, vous m'avez dit tout à l'heure. Et donc, il y a... C'était bien le vol des cigognes. Des nouveaux... Parce que celui-là est pas mal non plus. Non mais, ceux qui vous aiment bien... Alors ça doit être terrible quand on est écrivain, parce que c'est comme quand les chanteurs, il y a des périodes. Et le vol des cigognes, qui était votre premier roman? Oui. Bon, celui-là, pour les amateurs de Granger, je suis persuadé qu'il a une place particulière dans leur cœur. Ça a été une malédiction. Ça va mieux maintenant. Mais pendant 10 bonnes années, quand je faisais une signature, tout le monde me parlait du vol des cigognes. J'étais en train de signer mon 10e livre. Je disais, bon. Et c'est comme un chanteur, bah oui. Bon, vous lisez vos confrères? Alors, je les lis, comme disait il y a une phrase très connue, les auteurs se lisent pas, ils se surveillent. Exactement. Eh bien, je surveille